bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission qui porte aujourd'hui sur le cerveau et l'esprit. Dans les dernières décennies, les hommes de science ont vanté la complexité et les possibilités extraordinaires de notre cerveau. Il serait l'ordinateur du corps, le siège de la mémoire, il hébergerait le centre des émotions, du langage, de la conscience. Petit à petit, nous avons été amenés à penser qu'il était notre moi. Pourtant, vit en nous une chose encore plus merveilleuse et étonnante que ce cerveau, c'est l'esprit. Pour éclairer ces deux termes, cerveau et esprit, qui sont souvent utilisés l'un pour l'autre, nous accueillons aujourd'hui M. Christopher Vazé, naturopathe en Suisse. M. Vazé a écrit de nombreux livres sur la médecine naturelle, mais aussi sur des sujets à caractère spirituel. Il s'inspire d'un ouvrage central dans cette série d'émissions, l'œuvre Dans la lumière de la vérité, Message du Graal de Abdrouchine. Dans l'un de ses livres, dont le titre est À la découverte de soi, du cerveau à l'esprit, M. Vazé indique pourquoi il est si important de comprendre ce qu'est l'esprit. Bonjour M. Vazé. Bonjour. Qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui pense en nous? Sommes-nous notre cerveau? Oui, pour beaucoup de gens, nous sommes notre cerveau. Cette question où se trouve véritablement le centre de notre conscience a été posée depuis très longtemps. Mais localiser le centre de notre conscience, le centre de notre volonté est quelque chose de plus difficile que ça a l'air en apparence. Parce que si, lorsque nous réfléchissons, nous avons la nette impression, elle est réelle, que ça se passe ici en haut dans la tête, dans le cerveau, il n'en va pas pour d'autres manifestations de notre conscience, comme par exemple notre joie ou notre volonté, la haine, la persévérance, des choses qu'on ressent beaucoup plus au niveau du plexus solaire, donc près du cœur. Ce qui faisait dire aux gens dans le temps que le centre de notre conscience était dans le cœur. Mais les recherches scientifiques ont tout amené à penser que le centre de notre conscience était vraiment dans le cerveau, parce qu'ils ont découvert, en étudiant le cerveau, qu'il ne fonctionnait pas dans son ensemble pour réaliser toutes les différentes activités, mais que sa surface était divisée en zones différentes, qu'on appelle des centres cérébraux, qui chacune était responsable d'une fonction ou d'une autre. Donc, comme par exemple, il y a le centre responsable des mouvements de la main droite ou du langage parlé, etc. Et ce qu'il y a de plus, c'est qu'on a pu constater que lorsque, par exemple, quelqu'un parle, son centre du langage parlé, le centre de Broca, émet un léger courant qui peut être mesuré avec une électrode qui est posée sur la boîte crânienne, et que ce qu'on pouvait faire, c'est émettre un léger courant dans cette électrode et stimuler la zone en question, ce qui poussait la personne à parler. Et on a aussi constaté que quand ce centre était détruit, la personne ne pouvait plus parler. Ce qui veut dire qu'on est arrivé à la conclusion que tout le langage parlé, en tout cas tout le vocabulaire nécessaire au langage parlé, se trouvait dans ce centre-là, enregistré comme la musique est enregistrée dans un disque ou une photo dans le film de la caméra. Alors, cette approche-là, elle semble tout à fait correcte, seulement il y a des exceptions, ce qu'on appelle les énigmes du cerveau, et c'est reconnu comme étant des énigmes. C'est le cas de personnes dont le centre de Broca est complètement détruit, totalement détruit, donc qui en théorie ne peuvent plus parler, qui n'ont plus de mots à disposition, on appelle ces gens-là des aphasiques, et qui malgré tout, dans certaines situations, sont quand même capables de parler. On connaît cette situation, pour l'avoir lu dans des romans ou vu dans des films, d'une personne aphasique qui glisse en haut d'une falaise, qui se rattache à un petit buisson, mais ses forces s'épuisent, elle n'arrive pas à se remettre au sommet de la falaise. Et il y a quelqu'un qui passe pas très loin d'elle, qui pourrait l'entendre si elle appelait, mais là, et tout le drame, c'est justement qu'elle n'arrive pas à parler. Mais soudain, pris par la peur, elle arrive malgré tout à prononcer quelques mots. Alors, dans une situation comme ça, il faut se poser la question, mais comment c'est possible qu'elle ait prononcé des mots si son centre de Broca avait été complètement détruit? En fait, on doit en arriver à la conclusion que en fait, les mots ne sont pas dans le centre de Broca. Et qu'en fait, le centre en question, il n'est qu'un relais pour le passage des mots, mais que les mots et la faculté de parler se trouvent ailleurs. Alors la grande question, c'est où est cet ailleurs? Vous l'avez mentionné au début, c'est dans l'esprit immatériel de l'être humain, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi son âme. Son âme utilise
le corps et le cerveau pour manifester sa volonté et entre autres pour parler, communiquer de manière orale vers l'extérieur. Donc le cerveau le centre de Broca n'est qu'un relais pour la transmission des mots vers l'extérieur. Et dans ce sens-là, l'être humain, son centre de conscience, son centre de volonté, le siège de son libre arbitre, ne se trouve pas dans le cerveau, mais dans l'esprit. Et le corps est un outil à la disposition de l'esprit. Et le cerveau, qui est un instrument à l'intérieur de cet outil, est également un outil à la disposition de l'esprit, mais n'est pas du tout notre moi ou notre je proprement dit. Quelle est la différence entre l'intuition et les pensées intellectuelles? Oui, l'esprit, donc, qui vient du plan spirituel, qui se trouve au sommet de la création, fonctionne tout différemment que, ou a un autre mode d'expression, disons, que le cerveau qui est fait avec des matériaux du domaine physique d'ici-bas. Donc lorsque l'esprit fonctionne, c'est ce qu'on appelle les facultés intuitives. L'intuition, c'est cette connaissance immédiate qui ne résulte pas d'un raisonnement, c'est une connaissance qui vient d'un coup, qui est là directement. En fait, elle est si rapidement là parce que nous, en tant qu'esprit, on a cette connaissance en nous, elle n'a pas besoin d'être cherchée ailleurs. Lorsque le cerveau fonctionne, c'est ce qu'on appelle les facultés intellectuelles, c'est tout autre chose, c'est du raisonnement, c'est de l'analyse, c'est de l'addition d'informations, pour arriver par déduction à une nouvelle connaissance qu'on a déduite donc de ce qui est juste avant. C'est beaucoup plus lent et long parce qu'il y a tout un raisonnement à faire et ensuite l'information doit repartir vers l'esprit pour qu'on en soit conscient. Ces deux manières de fonctionner peuvent être aussi illustrées différemment. Une intuition, c'est beaucoup plus, on fonctionne avec des notions et avec des images. L'image est là, on sait ou on ressent, c'est comme ça. Ce n'est pas qu'on sent, ce n'est pas les sentiments, c'est un ressenti intuitif que telle est la solution du problème ou que c'est telle chose qu'il faut faire. Alors qu'avec l'intellect, on est dans le domaine des pensées et des mots. Donc, ça peut un peu surprendre parce que souvent on se dit, si je n'ai pas des pensées claires, je ne peux pas les exprimer, c'est que je ne sais pas ce que je me veux. Mais on fait tous l'expérience de vouloir dire quelque chose, de savoir parfaitement bien ce qu'on veut, donc au niveau de l'intuition ou de la notion qu'on veut communiquer, c'est parfaitement clair, mais seulement le mot nous reste sur le bout de la langue, on ne sait pas où il est ce mot, et sans ce mot, on peut très bien savoir ce qu'on veut dire. Donc c'est deux modes de fonctionnement différents, mais qui agissent de concert, de manière concertée l'un avec l'autre. Et très rapide, c'est pour ça qu'on a l'impression, on confond un peu les deux manifestations. Ce qui est aussi très important à comprendre, c'est que le cerveau étant de nature matérielle, fait que les matériaux du plan terrestre, il peut percevoir et comprendre et raisonner sur des choses matérielles comme lui. C'est la loi de l'attraction des affinités. Un genre ne peut reconnaître que ce qui est du même genre. Et ce qui veut dire que le cerveau, il est très très doué pour tout ce qui est terrestre, physique. Analyser comment la matière fonctionne, donc ça donne toutes les sciences finalement, chimie, physique et autres. Ça, c'est le domaine de l'intellect. Et comment utiliser ces connaissances dans la vie de tous les jours, donc le domaine de la technique, ça, c'est aussi le domaine de l'intellect. L'intellect, par contre, il n'est pas capable de comprendre ce qui est spirituel parce qu'il n'est pas en infinité avec. Mais il y a quelqu'un pour le faire à sa place, c'est l'esprit qui vient du plan spirituel et qui, lui, comprend tout ce qui n'est pas matériel. Donc toutes les hautes valeurs comme le sens du juste, du bon, du beau, ce sont des choses que nous ressentons au niveau de l'esprit, de l'intuition. Alors que tout ce qui est technique, matériel, c'est du domaine du cerveau. Le développement du cerveau au cours de l'évolution s'est-il fait d'une façon harmonieuse? Oui. Normalement, l'ordre hiérarchique des choses, c'est que l'esprit, qui vient de plus haut, qui a une vision plus large des choses, doit diriger, et puis l'intellect, lui, il doit exécuter les ordres de l'esprit. Et pour un esprit qui est incarné dans le corps, les choses fonctionnent de la manière suivante. Les intuitions qui émanent de l'esprit sont d'abord communiquées au cervelet, c'est la partie arrière du cerveau. En fait, on dit toujours on a un cerveau, mais on devrait plutôt dire il y en a deux. Il y en a un petit qui se trouve à l'arrière et qui est le pont pour les intuitions. Et puis ces intuitions sont reçues
densifié, transformé pour être rendu intelligible au cerveau, qui va ensuite transformer ses intuitions en pensées, et puis finalement en mots, et puis en actes. Donc ça, c'est le cheminement normal des choses. Et lorsque les premiers esprits humains sont venus sur Terre, ils se sont incarnés dans des corps de singes, parce qu'ils avaient besoin d'un réceptacle dans lequel se mouvoir ici sur Terre. Et ce cerveau devait être évidemment modelé différemment que ce que pouvaient faire les singes avec leur âme de singe. Mais normalement, les deux cerveaux auraient dû évoluer en parallèle et puis d'être d'égale force, à peu près d'égale force et d'égal volume, parce que l'esprit et l'intellect devaient collaborer de manière harmonieuse l'un avec l'autre. Or, ce qui s'est développé au cours de l'histoire de l'humanité, c'est que l'être humain, à partir d'un certain moment, il a remarqué qu'avec son intellect, il pouvait réaliser toutes sortes de choses en apprenant à mieux connaître la matière. Donc c'était normal au départ, mais il est devenu trop intéressé, très intéressé à ce qui est matériel. Il a exagéré dans cette étude de ce qui est la matière, parce que d'une part, lorsqu'on maîtrise bien la matière, on peut accumuler des richesses, avoir plus de pouvoir sur les autres, et c'est une erreur et une faiblesse humaine, mais disons que l'être humain a développé, mais qui l'a conduit à travailler de plus en plus avec son intellect et de moins en moins faire appel à ses facultés intuitives. Ce qui a fait que finalement, il y a eu un hyper-développement des facultés intellectuelles et un appauvrissement des facultés intuitives. Ce qui fait que nous sommes actuellement, parce que c'est de nous qu'il s'agit, nous sommes dans une situation de déséquilibre où nous sommes très doués pour tout ce qui est matériel, terrestre, technique, mais nous sommes très peu débrouillards, disons, en ce qui est au niveau spirituel. Est-ce que cette manière de voir les choses correspond à la réalité? Oui. Si on étudie la forme des cerveaux de l'être humain depuis le début de l'histoire, des plus anciens cerveaux qu'on a découverts jusqu'à présent, on peut voir très nettement que dans le temps, le cervelet des gens, donc le siège de l'intuition, dans le lieu de transmission des intuitions, était beaucoup plus développé, et par contre la partie avant était plus petite. Mais qu'avec le temps, donc plus on arrive vers des cerveaux qui sont proches de l'époque actuelle, plus la partie avant, donc le gros cerveau, devient un volume plus grand et qui dépasse nettement celui du cervelet. Et très concrètement, le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau normalement, est 9 fois plus grand que le cervelet. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le cervelet, lieu de transfert des intuitions, pèse 150 grammes en moyenne. Le cervelet des dames est toujours plus volumineux et plus pesant que celui des hommes. Et comme on le sait, les femmes sont plus proches de la nature, sont plus intuitives. Elles utilisent aussi plus leur cervelet, donc il s'est aussi maintenu à une plus grande dimension. En fait, ces changements de volume du cerveau, c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on sait en science, parce que la fonction crée l'organe, donc plus on utilise quelque chose, plus ça prend du volume, ça se développe, et moins on utilise quelque chose, plus ça s'atrophie. Donc il y a une preuve matérielle parmi bien d'autres qu'il y a un déséquilibre des cerveaux, et nous sommes en fait des déséquilibrés entre nos intuitions et notre intellect. Quelles conséquences la domination